tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour cette édition de fin de semaine. Nous allons tout de suite découvrir les grands titres qui seront développés dans ce journal. Quelques jours après les fêtes et les cadeaux de Noël, les soldes d'hiver ont été lancés lundi à Monaco. La formule fait-elle encore recette? Êtes-vous gagné par une frénésie d'achat? Réponse dans quelques instants. Nous l'avions suivi dès 2012 lors du lancement de son premier titre. Josh Stanley, qui a grandi en principauté, n'a pas renoncé depuis à sa passion pour la musique. Nous l'avons rencontré. Les influences de son Brésil natal se retrouvent dans chacune de ses œuvres colorées. L'artiste Sandra Biloé expose au Café de Paris. Et puis c'est à Los Angeles que seront remis ce week-end les trophées des Golden Globes. Notre invité du week-end sera le producteur de cinéma Michel Merkt, dont plusieurs des films sont en compétition pour l'obtention de ces précieuses récompenses qui préfigurent bien souvent le palmarès des Oscars. Les soldes d'hiver ont débuté lundi en Principauté, et ce un peu plus d'une semaine avant nos voisins français. Comme chaque année, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires et c'est ce qu'ont pu constater Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Louis Borgia qui sont allés faire un peu de shopping pour vous. Il s'affiche dans les vitrines des magasins des rabais allant jusqu'à moins 50%. Les soldes d'hiver ont démarré en début de semaine à Monaco pour le plus grand bonheur des clients et de leur porte-monnaie. Ces promotions permettent en effet de faire de bonnes affaires sur des articles de saison. Ils étaient d'ailleurs nombreux au rendez-vous pour le coup d'envoi des démarques et ce malgré la concurrence d'Internet. Ça a très bien commencé, on a la chance de commencer une semaine avant la France, donc oui, ça a très bien commencé, on peut dire ça. Bonjour madame. C'était attendu, donc on a eu un beau démarrage, beaucoup de clientes habituées qui attendaient ces soldes avec impatience parce qu'elle avait fait un petit repérage. Et non, l'affluence, on est très contents. Il y a pas mal de monde et de belles soldes qui commencent. On va jusqu'à moins 50% sur la collection automne et on a commencé moins 30% sur la collection hiver. Et on a aussi notre collection, pré-collection qui est arrivée mais qui elle n'est pas soldée mais qui quand même attire les clientes. Dans les allées, le geste est méthodique à la recherche de la meilleure promotion, de l'achat utile ou de l'achat coup de cœur. On vient même d'Italie pour profiter des soldes. Presque tous les années, nous faisons un tour à Monte-Carlo, à Monaco. Et quand il y a les soldes, encore mieux, parce que généralement, j'achète toujours les choses en solde. Et alors, j'apprécie beaucoup, il y a beaucoup de soldes à Monte-Carlo, très convenient et j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette veste-là, peut-être que je vais la prendre, je sais pas, faut que je vois un peu. Qu'est-ce qui vous attire généralement? C'est un achat coup de cœur plus le prix? Non, c'est un peu ciblé parce qu'après, il faut quand même rester raisonnable, il ne faut pas tout acheter non plus. Mais bon, après, voilà, il faut dire bon, on va acheter ça, et voilà. Monaco profite donc de cette petite avance sur la France pour attirer la clientèle. Amateurs de prix cassés, les soldes se sont installés en Principauté pour une durée de 6 semaines. Et vous avez donc jusqu'à la mi-février pour participer à cette chasse aux bonnes affaires en Principauté. Josh Stanley, ce nom ne vous est peut-être pas inconnu. Ce monégasque passionné de musique prépare actuellement un album aux consonances électro. Ce jeune homme, vous allez le voir dans son portrait, a plusieurs cordes à son arc. Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Eric Pocoy l'ont rencontré dans les studios de Radio Riviera. Bonjour. Bonjour, ça va? Super. Bonne année. Danse classique, danseur au sein de la Palladienne, patinage artistique, tennis, gym, golf, plongeon. On peut dire que Josh Stanley a un côté hyperactif, mais il est surtout passionné de musique. Il est chanteur, compositeur. Ce jeune homme de 20 ans a effectué toute sa scolarité en Principauté, de FANB à l'école internationale en passant par l'IUM. Josh est actuellement élève dans la prestigieuse école de musique de Berkeley à Boston. J'ai eu des opportunités de travailler avec des gens assez importantes dans la musique. Par exemple, mes professeurs de musique à Berkeley, la plupart ils ont des Grammy Awards. C'est des artistes incroyables qui sont concentrés soit dans le jazz ou soit même dans la musique contemporaine que je fais en ce moment. Donc l'électro, ils aident vraiment les étudiants. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai fait cette année. J'étais aussi en Chine. J'ai travaillé pour une compagnie qui crée des festivals de musique tout autour de l'Asie. Donc j'ai pu aussi voir le côté
pas l'avant de la scène, mais aussi ce qui se passe à l'arrière de la scène, comment ça se passe en tant que manager des artistes. Josh Stanley a fait le buzz en 2012, vous l'avez peut-être suivi lorsqu'il a interprété une chanson engagée pour le retour de Nicolas Sarkozy, chanson qui a dépassé le 1 million de vues sur YouTube en à peine un mois. Nicolas Sarkozy, reviens, je t'en prie, viens nous sauver la vie. Monsieur le Président, les Français sont pas contents. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu rencontrer le président Nicolas Sarkozy. J'ai pu rencontrer Carla Bruni. J'ai travaillé avec Bonnie Tyler, Gloria Gaynor, la chanteuse de I Will Survive. J'ai aussi pu travailler pour l'UEFA, la FIFA. Grâce à cette chanson. Ça m'a aidé à rencontrer des gens qui ont pu me donner accès à certaines choses. J'étais sur des plateaux de télévision, j'ai vu comment ça se passait, la façon que la presse elle interprète les choses. Et c'est quelque chose, c'est un outil qui m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Et ça m'a donné envie de réussir et de continuer dans la musique. Depuis un an, Josh Stanley prépare un album, un EP totalement différent de la chanson engagée qu'il a fait connaître. J'écoute beaucoup de l'électro, donc j'ai des influences de la house. Tropical house, progressive house, tout ce style de musique. Mais aussi, vu que là, je viens d'une école qui est jazz, j'ai aussi des influences de mes professeurs, des étudiants avec qui j'ai travaillé dessus. Donc aussi, il y a des influences de jazz, rock, pop, très pop, électro, blues. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent en un. Donc je ne pourrais pas vraiment le définir, c'est une fusion de plusieurs genres de musique et je pense qu'il faudrait l'écouter pour en faire une définition. Le prochain album de Josh Stanley n'a pas encore de titre, les chansons ne sont pas terminées, elles sont sous forme de démos. Pour les découvrir, ou plus généralement pour découvrir l'univers de cet artiste, son site internet, le www.josh-stanley.com. Et si Josh Stanley s'exprime à travers la musique, Sandra Biloé propose elle des œuvres très colorées qui rappellent son Brésil natal. Elle exposait vendredi au Café de Paris. Le reportage d'Alexandra Pani, Alexandra Paolini et Louis Bordia. Des oiseaux de paradis comme emblème, Sandra Biloé puise son inspiration dans la végétation de son Brésil natal. Installée à Paris, cette artiste franco-brésilienne organise régulièrement des expositions en principauté. La dernière en date présentait une collaboration avec la marque parisienne Longwy, une déclinaison de ses œuvres sur émail. L'idée est née d'une rencontre déjà avec Sandra, effectivement à Paris. Elle a un univers qui est très coloré, qui est très chatoyant, qui est très heureux. Et en fait, les émaux de Longwy, on adore la couleur. Alors, hormis le défi d'avoir des couleurs un peu fluo comme sur l'œuvre originale, on traduit ça dans un esprit toujours contemporain. L'idée, c'est de ne pas reproduire à l'identique, c'est de s'adapter. On a un univers, les émaux de Longwy, qui est complètement différent. Il faut voir que dans cette œuvre, en l'occurrence ce vase, il y a 3 cuissons, il y a de l'émail, il y a du surémail, il y a de l'émail contre émail, il y a du lustre, il y a de l'or. Donc on a vraiment un autre univers de fabrication. Par contre, l'idée avec Sandra, c'est vraiment d'avoir ce même esprit dans des œuvres d'art et dans des œuvres décoratives en émaux de Longwy. Sandra Biloé évolue dans un univers très coloré. Elle utilise l'acrylique qui lui permet d'obtenir ses couleurs fluorescentes dans ses toiles, une technique emblématique de son travail. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'exposer au Café de Paris et de présenter ma première collaboration avec la maison Longwy Paris. Et je présente mon œuvre ici aujourd'hui parce que Monaco est mon lieu de prédilection et j'ai fait de nombreuses expositions, donc pour moi c'était important d'exposer, de la présenter ici. Là c'est la première œuvre qu'on a faite pour ici au Café de Paris. Et puis ensuite il va y avoir toute une collection avec différents tableaux, différents thèmes, mais toujours sur le thème de l'Amazonie. Donc avec des couleurs très vives, voilà, c'est mon univers, mais avec une interprétation par des artistes de Longwy Paris.
Une nouvelle corde à son arc pour Sandra Biloé qui a également créé depuis quelques temps sa propre collection d'accessoires de mode inspirée de ses propres toiles. Et après cette exposition éphémère, notez-le dans vos agendas, 2 rendez-vous à venir. Le 13 janvier aura lieu le 3e gala de l'Arche du Cœur. Cette soirée va permettre de financer les actions de l'Arche de Jean Vanier qui accueille des handicapés mentaux adultes à Grasse. Au cours du spectacle proposé le 13 janvier au Théâtre des Variétés, vous pourrez entendre le pianiste Nicolas Horvat qui jouera notamment du Debussy, mais il ne sera pas seul. Se produiront également d'autres musiciens, un bassoniste, un guitariste, un violoniste et un trompettiste, de quoi ravir les mélomanes. Pour les amateurs d'opéra cette fois, une autre date à marquer d'une pierre blanche. Le samedi 14 janvier sera organisée une journée portes ouvertes à la salle Garnier de 14h30 à 17h30. Le public pourra découvrir l'opéra Manon de Jules Massenet. Manon qui sera également joué les 20, 22, 25 et 27 janvier. À noter que d'autres journées portes ouvertes à l'opéra auront lieu les 18 mars et 15 avril prochains. J'ai rejoint la grande salle du musée océanographique où nous attend notre invité du week-end, Michel Merkt. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de cinéma, un producteur de cinéma à succès, un producteur heureux. Vous vous envolerez dans quelques heures pour Los Angeles où plusieurs de vos films sont en compétition aux Golden Globes. Alors vous êtes d'origine suisse, résident monégasque. Avant d'évoquer cette actualité brûlante, comment devient-on producteur de cinéma? Je crois que vous étiez au départ journaliste. Tout à fait, oui. J'étais journaliste en 99 à Canal+, pour le journal des sorties et le journal du cinéma. Mais pour répondre à votre question, je vais vous dire peut-être qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Je dirais écouter ses parents des fois aussi. Éviter de refaire les erreurs qu'on a faites, parce que ça, j'ai beaucoup de films dont je ne parle pas. Et puis surtout, je dirais faire les choses avec plaisir et avec passion, et autrement, tout faire pour ne rien regretter. Quel est très concrètement le rôle d'un producteur de cinéma? Cela va bien au-delà du simple mais vital financement du projet? Alors, moi j'ai tendance à dire qu'il y a 3 choses importantes, c'est lire, lire et lire. Après, personnellement, je suis plus impliqué sur le développement des projets, donc en amont sur des achats de droits de livres, sur des développements de scripts, de scénarios, et puis après pour la post-production et tout ce qui s'ensuit, y compris les promotions ou les sorties ou les ventes. Et je laisse la production à ceux qui savent faire ça, même si je le suis quand même. Vous avez produit Tony Erdmann, meilleur film européen de l'année, Ma vie de courgette, meilleur film d'animation européen de l'année. Comment choisissez-vous vos projets? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de recette magique, mais il suffit de prendre des bons projets, c'est peut-être ça. Non, autrement, pour être plus sérieux, de nouveau, moi je travaille surtout avec des personnes avant de travailler avec des projets. Et donc j'ai une liste de gens avec qui j'ai envie de travailler. Ces 2 projets que vous avez mentionnés sont des gens que j'ai rencontrés il y a déjà plusieurs années et que je suivais. Et là, il y a eu l'opportunité de le faire. Autrement, j'essaye... Il y a Jean-Claude Carrière qui disait quelque chose d'intéressant en disant qu'il faut faire des films et des histoires avec des moments qui sont imprévisibles mais inévitables. Et c'est peut-être ça aussi. Vous avez été élu par The Hollywood Reporter comme l'un des producteurs de cinéma les plus influents de l'année. Variety parle de vous comme l'un des 10 meilleurs producteurs de cinéma de l'année. Et tout cela depuis votre camp de base de Monaco. Comment travaillez-vous? Vous rendez sur les tournages? Alors, le choix de Monaco est un choix familial, personnel qu'on a fait avec mon épouse le jour où on a décidé d'avoir des enfants. Et on s'est établi à Monaco pour les qualités qu'on connaît, qualité de vie, pour la sécurité, pour l'éducation de nos enfants. On est venu ici. Après, évidemment, avec une famille, maintenant, je me rends moins souvent sur les tournages, ce que je faisais avant très régulièrement. Aujourd'hui, je vais dire que si je me rends sur les tournages, c'est parce qu'il y a un problème. Donc, généralement, on n'aime pas me voir sur les tournages. Vous avez rencontré toutes ces stars, je pense à Isabelle Huppert, Julianne Moore. Quelle est la relation entre le producteur et la star de cinéma? De nouveau, j'ai la possibilité de travailler avec des gens avec qui j'ai envie de travailler, des gens que je choisis et donc que j'aime, et donc normalement ça se passe très bien. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que
le producteur a quand même des droits assez importants et généralement on est assez gentil avec lui. Donc non, mais tout se passe très bien. Mais il suffit de très bien choisir au départ. Dans quelques heures, vous vous envolerez pour Los Angeles, donc où se dérouleront les Golden Globes. Si tout va bien, vous devriez avoir aussi des nominations pour les Oscars. Comment se passe une campagne de promotion d'un film pour un producteur? C'est en quelque sorte du lobbying? Alors ça dépend des films, ça dépend des budgets, ça dépend de beaucoup de choses. Mais nous, comme on fait des films indépendants, des films d'auteur, généralement, la grande partie du travail est soit faite par le distributeur américain, qui doit faire ça, ou alors autrement, ce qu'il faut savoir, c'est trouver des attachés de presse ou des gens qui connaissent exactement comment ça se passe. Par exemple, pour les Golden Globes, on parle de 89 personnes qui votent, et donc on sait exactement combien il en faut, comment il faut faire. Donc les règles ne sont pas très compliquées, entre guillemets, c'est qu'il faut qu'ils voient votre film et qu'ils l'aiment. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir les budgets pour pouvoir aller aux États-Unis plusieurs fois pendant ces périodes, puisque les films sont généralement présélectionnés en septembre. Et donc il faut entre septembre et janvier et aller au moins une fois par mois, 2 semaines par mois à peu près. Et pendant ce temps-là, organiser donc, des séances où on invite des gens avec des Q&A. Il faut les voir, il faut les connaître. Et c'est là où, quand vous avez une attachée de presse qui connaît les gens depuis plusieurs années, c'est vrai que ça fait beaucoup. Nous, le travail, par exemple, pour ces films, a commencé il y a 1 année et demie à peu près, le travail de lobbying, comme vous dites. Le Festival de Cannes, c'est une porte d'entrée, parce que j'aurais pu le mentionner aussi, il y a eu la Palme d'Or il y a 2 ans avec Julianne Moore. C'est important d'être à Cannes pour anticiper ensuite les campagnes américaines, et françaises aussi. Quand je me lance sur un projet, je sais dès le départ quelle va être sa vie, ou en fait ce que j'aimerais moi, et donc je vais voir dans quel festival je veux le mettre. Aujourd'hui, il y a 2 festivals qui sont les plus importants, qui sont Cannes et Toronto, Cannes étant le premier plus important. Et ce, surtout pour 2 choses, c'est la visibilité internationale, puisque tous les journalistes du monde entier sont là et on peut travailler avec eux, mais aussi parce qu'il y a ce dont on ne parle que très rarement, qui est le marché du film à côté. Et donc là, il y a tous les vendeurs qui ont accès à tous les distributeurs de tous les pays, ce qui peut faire des ventes où, comme pour Tony Erdmann, on a fait plus de 100 ventes pendant Cannes ou ce genre de choses. Je voudrais que l'on évoque à présent un petit personnage qui vous tient à cœur. On le découvre derrière nous, c'est Courgette. Avec Ma vie de Courgette, 650 000 entrées en salle en France. C'est une belle histoire, Courgette. C'est une très belle histoire, d'autant plus que je n'étais pas censé être dessus, puisque j'ai suivi le projet depuis 10 ans. Ça a commencé il y a 10 ans. Et je connaissais le livre, je connaissais les gens qui travaillaient sur le projet, mais j'étais tellement convaincu du projet que je leur ai souhaité bonne chance et je leur ai dit on verra et j'espère que vous m'inviterez à la première et après. Et puis tout d'un coup, ils sont revenus vers moi en me disant en fait, ça va pas si bien que ça, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film de télévision, aujourd'hui, pour des séries, on tourne environ 15 minutes utilisables par jour. Pour un film de cinéma, on est entre 4 et 7 minutes par jour. Et là, on était entre 3 et 4 secondes par jour. C'est une technique d'animation qui s'appelle stop motion, donc image par image. Et donc, on fait une image, on fait une photo, on fait une image, on fait une photo, on fait une image, on fait une photo. Et vous répercutez ça sur tout le corps, sur toutes les expressions. Et donc, on a à un moment tourné sur plus de 17 plateaux en même temps, avec 3-4 secondes utilisables par jour. Donc c'est vrai que c'est de la folie. Mais généralement, en tant que producteur, je dis quand vous voyez un budget d'animation, vous le lisez, vous regardez le budget et vous le multipliez par 2. Avec Ma vie de Courgette, vous allez affronter les méga-productions de Pixar, de Disney. Vous y croyez? Je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas lancé tout ça, on n'aurait pas mis tout ça en place. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, évidemment beaucoup d'argent. On sait que les budgets que les équipes en face de nous et que les projets en face de nous ont sont 55 et 10 fois supérieurs au budget du film, donc juste pour la promotion. On les voit partout, ils sont partout, on entend parler partout. Mais ce qu'on a, nous, c'est un très bon film, et on y croit, et on sait que quand les gens vont le voir, ils en parlent autour d'eux, et c'est comme ça qu'on espère que ça va fonctionner. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez mentionné, on a eu à Annecy, au Festival d'Annecy, le prix du jury, donc des professionnels, et à la fois du public, ce qui est très rare, et on était déjà devant toutes ces grandes stars. Ensuite, dernièrement, voilà, les nominations aux Golden Globes. On a eu aussi la nomination on n'appelle pas ça les nominations, mais sélectionné pour la shortlist où le film représente la Suisse.
Oui, on sera en phase 2 de toute façon, mais aujourd'hui, comme je vous disais au départ, on va tout faire pour rien regretter. Au-delà de précieuses statuettes, de précieux trophées, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir, Michel Merkt? Alors on va peut-être dire comme dans les contes où ils se marièrent, vécurent heureux et beaucoup d'enfants, ça c'est bien parti. Et d'ailleurs, je suis bien content d'en avoir parce que ça me permet de garder la tête froide. Autrement, aujourd'hui, je vais dire la santé surtout. Mais pendant qu'on y est, je profite de vous souhaiter tous mes vœux et puis à tous ceux qui nous regardent aussi. Une dernière question en guise de conclusion. Vous êtes un cinéphile averti. Quel film mythique auriez-vous aimé produire? Alors, question difficile, mais aujourd'hui, je vais vous dire Pi de Darren Aronofsky, que j'avais d'ailleurs interviewé en 1999 lors du Festival du film fantastique à Bruxelles. Ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ou Amadeus de Miloš Forman, qui est un des films aussi qui m'a marqué dans ma tendre jeunesse. Michel Merkt, merci. Vous reviendrez nous voir avec vos trophées? Alors j'aimerais bien vous dire oui, mais hélas, ça n'est pas moi qui déciderai. Très bien, à très bientôt sur Monaco Info. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. Et on se quitte, on referme ce journal avec les prévisions météo pour les tout prochains jours. Et l'heure est bien au rafraîchissement du côté des prévisions météo. Ce samedi, les températures resteront basses, elles seront inférieures aux normales saisonnières. Nuages côtiers par moments épais avec des percées inégales du soleil et un vent faible. Dimanche, ciel gris-bleu, peu de vent au programme et une remontée modeste des températures qui oscilleront entre 6 degrés au lever du jour et 12 degrés au meilleur moment de la journée. Lundi, peu de changements, nuages et apparition du soleil. Les températures se rapprocheront des normales saisonnières. Mardi, ciel incertain en grande partie nuageux, léger risque d'un peu de pluie, temps très frais.